Vous avez pris un nouveau rendez-vous de l'information sur Eden TV. Merci de votre fidélité. Ce 5 septembre, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la charité. Vous suivrez dans cette édition un reportage à ce propos. Au Palais des gouverneurs ce mardi, le Parlement a autorisé le gouvernement à ratifier une convention de crédit signée avec l'Agence française de développement. Le point avec Amenditi Rumpenundi dans un instant. Élection législative au Rwanda, selon des résultats partiels, le parti du président rwandais Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler l'ensemble des sièges. C'est tout pour le sommaire, le développement dans un court instant. Bienvenue à toutes et à tous. Paul Essay-Iko, après 26 ans de lutte syndicale, quitte la tête du syndicat national des enseignements publics primaires et maternels SINAPRIM. C'était au cours du 4e congrès ordinaire qui s'est tenu à la Bourse du Travail de Cotonou ce mardi 4 septembre 2018. Laurent Roland Toniquet a recueilli quelques propos. Un congrès historique. Je commence par vous dire que ici s'achève ma course folle et effrénée pour la satisfaction de nos revendications et la libération de notre pays, cette contre du joug de l'impérialisme, cette course folle à la tête du syndicat que nous appelons le SINAPRIM. Avec moi, la vieille garde syndicale passe le témoin à une jeune génération d'enseignants combatifs qui doit s'adapter aux exigences du moment. Ainsi donc, chers camarades, nous devons être fiers d'avoir traversé le désert, d'avoir affronté beaucoup d'adversités, mais aussi d'avoir remporté des victoires. Vous savez qu'on a remporté des victoires, oui ou non? Et lorsque vous êtes content, vous manifestez. Vous ne restez pas comme dans un cimetière. Voilà. Applaudissez à rompre et même à faire sauter les toits, même s'ils sont en béton. Voilà. Nous organisons ce congrès parce que le moment est venu de relancer les luttes, de relancer les attitudes et les activités du SINAPRIM comme par le passé. Donc, nous organisons aujourd'hui un congrès de relance. Nous relançons parce que nous avions eu des problèmes et cela se justifie. On reste avec les travailleurs béninois qui n'auront plus que 10 jours de droit de grève. Ainsi en ont décidé le Parlement béninois. Une décision qui n'est pas du goût de ces travailleurs et en particulier des syndicalistes. Ces derniers ont opiné sur le sujet. Ils pensent que c'est une manière de violer les acquis démocratiques et surtout d'inciter les travailleurs à manifester pour défendre leurs intérêts. Plutôt d'inciter, comme je l'ai dit, les travailleurs à manifester pour défendre leurs intérêts. Ils sont au micro de Carole Laye et Fiacre Voitan. Une chose est d'avoir en main une loi qui dit on ne grève pas, mais une autre chose est d'avoir les moyens d'empêcher la grève. Vous savez, en 89, quand on devait se mettre dans la rue pour arrêter le gouvernement de Kérékou, aucun texte n'a prévu tout ce que nous avions fait. Ils vont oublier même qu'il y a une loi qui punit si on fait grève, si jamais les rapports de force sont en notre faveur. Mais ce que nous faisons, nous, en ce qui concerne les confédérations, nous faisons l'effort de faire l'économie de l'affrontement. Mais si ça devait s'imposer à nous, on va le faire. Et je suis convaincu que de toutes les façons, on a encadré le droit de grève, on a supprimé, on n'a pas supprimé, le tout dépendra des forces en présence
Et je compte sur la classe ouvrière, je compte sur les travailleurs pour que, à tout moment, ce que nous pouvons faire avec les droits qui nous sont reconnus, que nous puissions les faire avec dignité et fermeté. Dans les collèges, il n'y a que des vacataires. 80 et quelques % d'enseignants sont des vacataires qui évoluent sans salaire, dans de mauvaises conditions. Au lieu de les recruter, l'État provoque. L'État montre que c'est lui qui commande. Et il corse les lois, il invente les lois pour terroriser. Au Bénin, où nous avons fait 28 ans de démocratie, est-ce qu'on peut remettre tout ça en cause en un tour de bras? Non, je pense que ni les enseignants, ni les agents de santé, ni les magistrats, ni les travailleurs, ni même les femmes du marché et autres ne peuvent accepter que nos libertés soient remises en cause pour que nos revendications ne soient pas satisfaites. Nous sommes actuellement dans un état où la Constitution est violée pour que les travailleurs se taisent. Et je pense que les travailleurs ne doivent pas se taire. Ils doivent s'organiser. Et la CSTB invite les travailleurs à s'organiser pour défendre leurs revendications. Il y a pire nuisance qu'un travailleur qui reste à la maison pour exprimer son mécontentement. Le pire, c'est le travailleur qui est présent, mais qui saccage le service public parce qu'il est démotivé, parce qu'il est déboussolé, parce qu'il est frustré. Si on pense qu'on va museler tout le monde dans le système éducatif, dans le pays en général, vous verrez les conséquences. Et c'est là où j'interpelle à nouveau la société civile, c'est là où je voudrais interpeller à nouveau les parents d'élèves pour leur dire, dans cette bataille pour conserver le droit de grève, il ne doit pas laisser les travailleurs seuls, il ne doit pas laisser les enseignants seuls. Moi, je souhaiterais que le gouvernement réussisse. Et donc, il faut qu'il revoie un peu sa position. On peut être fort aujourd'hui et ne pas être fort demain. Et en matière donc de crise sociale, on peut savoir quand ça commence peut-être, on ne sait jamais ce que ça va donner en fin de compte. Le gouvernement doit pouvoir intégrer cette dimension de l'analyse dans sa gouvernance et nous permettre d'avoir une année scolaire apaisée. Je vous l'annonçais en titre, la communauté internationale célèbre ce mercredi 5 septembre la journée internationale de la charité, une initiative de l'Organisation des Nations Unies qui vise à encourager la charité, notamment par des activités pédagogiques et de sensibilisation. Au Bénin, le constat fait état de la régression de la charité. Pourquoi et comment? Élément de réponse dans ce reportage de Fréjus Serroulan et Fiacre Voitan. Être charitable, c'est se donner. Donner de son temps, donner de son énergie, donner de ses moyens, donner de ses ressources, pas seulement pour faire plaisir aux autres, mais pour répondre aux préoccupations et aux besoins des autres. Ainsi, on peut définir la charité comme étant cette vertu qui permet à l'homme de faire du bien à autrui. Et c'est pour encourager la charité que l'ONU a proclamé en 2012, chaque 5 septembre, Journée internationale de la charité. Une date qui rappelle par ailleurs la disparition d'un être charitable, la mère Teresa. 6 ans après cette initiative de l'ONU, au Bénin, l'analyse combinée des comportements présente un tableau où la charité est en net recul. La charité tend à disparaître. La solidarité, l'amour du prochain tendent à disparaître. Comment pouvez-vous comprendre que d'aucuns n'ont pas de l'emploi malgré leurs qualifications, tous leurs titres et leur expérience professionnelle et que d'autres ont 2 ou 3 emplois et arrivent à se faire beaucoup de ressources? Pourquoi ne pas faire une redistribution de l'emploi? La division du travail social, dont parle Émile Durkheim, forcément a encore toute sa valeur et son importance. Les uns sont prêts à s'arroger tous les intérêts et les biens des autres. Les uns sont prêts à écraser et enterrer les autres pour pouvoir bâtir leur hégémonie et leur puissance sur les cendres de ces derniers. D'aucuns arrivent même à amasser de la fortune pour 3, 4, 5 générations après eux et qu'au sein de la même société, il y a d'autres qui n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour. Un moi trop expressif, un ego démesuré. Des mots qui, selon le sociologue Aimé Cheffa, ne sont pas nés du développement souhaité. Mais il s'agit de mots nés des phénomènes de la ville. Les phénomènes lesquels, à savoir le recul social, la proxémie et les contraintes liées à ce que les villes deviennent. L'insécurité galopante qui engendre la méfiance au point où on ne peut plus faire autostop. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Donc vous ne pouvez pas faire preuve de charitable. Cela est un indicateur de ce que nos sociétés africaines sont malades. Nos sociétés africaines sont en pleine désintégration. Face à l'urgence, il en appelle à une réflexion des travailleurs sociaux pour éviter une crise au sein de la société. Une société qui n'est pas charitable serait une société qui ne serait pas durable, parce que une société au sein de laquelle chacun ne fait que penser à lui-même sans penser aux autres aura un problème de gouvernance, aura un problème de développement, aura un problème de partage du bonheur et de la richesse nationale, aura un problème même de mise à disposition et de redistribution des biens et des richesses nationales. Sur le plan religieux, la charité est considérée comme une recommandation divine. Il est indispensable, d'accord, pour celui qui veut faire le bien, d'avoir conscience que c'est pour son bien, d'abord. Et par conséquent, il doit faire preuve, il doit donner avec joie. Parce que Dieu vous promet une rétribution plus favorable. Dieu vous promet un gain au-dessus de ce que vous donnez. Et le Seigneur revient à la charge pour dire, ne donnez pas et ne faites pas suivre de votre charité des paroles désobligeantes. Ne faites pas en sorte que vous donnez aux gens et en même temps, les gens, avant de quitter chez vous, ils ont déjà le chagrin au cœur. Ils ont l'impression d'être rabaissés. Non. Pour l'imam de la mosquée centrale d'Aconville, la charité, c'est aussi les bonnes prières et pensées envers les âmes qui en ont le plus besoin. Je vous l'annonçais également en titre, le gouvernement béninois est autorisé par le Parlement à ratifier une convention de crédit signée avec l'AFD et qui permettra la réalisation de plusieurs infrastructures dans plusieurs localités en vue de faire face aux effets des changements climatiques. C'est à l'unanimité que cette ratification a été autorisée à l'Assemblée nationale. Faisons donc le point avec Amen Didier, Rumpenoudi et Rumbarik Devouchi. Le Parlement a autorisé ainsi le gouvernement béninois à ratifier la convention de crédit signée à Paris le 5 mars 2018 entre le Bénin et l'Agence française de développement dans le cadre du financement du programme d'adaptation des villes au changement climatique PAVIC d'un montant d'environ 38 milliards de francs CFA. La commission du plan et de l'équipement de l'Assemblée nationale a présenté à la plénière son rapport qui renseigne sur l'intérêt pour notre pays à ratifier cette convention. La mise en œuvre de cette convention va permettre d'observer des changements notables dans les villes ci-après. Cotonou, réalisation de 9 640 mètres linéaires de caniveau, 6 180 mètres linéaires de pavage, protection et aménagement de 13 hectares de zones humides. Sémétopie, réalisation de 9 950 mètres linéaires de voirie pavée et de 23 900 mètres linéaires de caniveau. Commun, réalisation de 3 200 mètres linéaires de voies pavées et de 3 850 mètres linéaires de caniveau. Aménagement d'une zone de maraîchage en zone humide de 5 hectares au bénéfice de 100 agriculteurs. Ce projet prend en compte plusieurs types de réalisations dans nombre de villes ou communes de notre pays. Les députés ont apporté leur soutien à l'exécutif pour cette ratification, mais n'ont pas manqué de demander des précisions. Quand je vois de près le projet et les zones qui ont été retenues pour ce projet, et c'est pour ça vraiment je voudrais que le gouvernement nous le dise de façon précise. Quels ont été les critères de définition pour vraiment choisir les zones qui ont bénéficié de l'intervention? Est-ce que c'est les zones les plus pertinentes en termes de changement climatique d'effet? Est-ce que c'est les zones qui sont beaucoup plus frappées dans notre pays? Donc je voudrais vraiment que le gouvernement nous le dise. Notre rôle en tant que parlementaire est d'accompagner le gouvernement dans la mobilisation des ressources pour financer le développement de notre pays. Alors, j'associerai ma voix en vue de l'autorisation de ratification de cet accord de crédit. Cependant, Monsieur le Président, j'attire notre attention sur la nécessité pour le Parlement de veiller à l'utilisation efficiente des ressources
que nous autorisons l'exécutif à mobiliser. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, présent pour défendre ce dossier à l'Assemblée nationale, a apporté aux députés quelques éclaircissements. Le financement que nous avons obtenu à hauteur de 38 milliards est significatif. Le gouvernement a mis en place, sous la forme d'un projet, un schéma national d'aménagement du territoire qu'on appelle encore agenda spécial, le SNAT, qui permet d'élire les villes, les contrées, les unes après les autres. Mais dans un projet plus ample, plusieurs autres localités sont prises en compte, notamment Materi, Kandi, Parakou, Segbana, Badikwara, Bembereke, Kalale, Karimama, Tangueta, Malanville, Gogounou, Kerou, qui sont toutes des villes situées dans le septentrion, qui sont éligibles à un projet, aussi bien l'assaltage que l'ensemble des grands projets situés, logés dans le programme d'action du gouvernement. Et donc, au regard de l'impact que ce projet PAVIC aura sur les villes choisies en matière de lutte contre les changements climatiques, les députés ont adopté cette autorisation de ratification à l'unanimité. Vous le savez déjà, seuls les nouveaux bacheliers ayant obtenu la mention assez bien au bac sont autorisés à prendre part au concours d'entrée dans les écoles et instituts universitaires. Cette décision inclut dans les réformes du gouvernement de la rupture en vue de promouvoir l'excellence est diversement appréciée dans le rang des étudiants. Un reportage de Hayat Foué et Denis Maroya dit par Carole Olaye. Seuls les meilleurs bacheliers sont désormais attendus dans les instituts et écoles publiques du Bénin. La mention assez bien est la première condition à remplir avant de prendre part aux différents concours d'entrée dans les centres universitaires. Ainsi en a décidé la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Marie-Odile Atanasso, dans un communiqué en date du 31 août 2018. Une réforme applaudie par certains bacheliers et désapprouvée par d'autres. Moi, j'ai d'ailleurs la mention assez bien. Donc, en ce qui concerne la décision du gouvernement, je pense que c'est en même temps une bonne chose et c'est en même temps une mauvaise chose. Une bonne chose parce que ça permet de limiter le nombre de dépôts. Dans ma classe, notre première n'a pas eu la mention assez bien. Elle a eu la mention passable. Peut-être que les épreuves, en ce qui la concerne, n'étaient pas abordables et tout. D'un côté, je pense que c'est bien parce qu'ils ont permis à ceux qui ont eu assez bien d'avoir la bourse, comme ceux qui ont eu la mention bien. Mais d'un autre côté, je ne suis pas d'accord parce que ceux qui ont eu la mention passable doivent aussi ont le même droit que ceux qui ont eu la mention bien. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée le fait d'avoir la mention pour avoir accès au concours. C'est une très bonne idée. S'il est clair que cette nouvelle décision prône l'excellence dans les universités publiques béninoises, il est aussi vrai qu'elle ne prend pas en compte l'intérêt du plus grand nombre. C'est du moins l'avis du président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, organe fertière d'accompagnement et d'insertion du nouveau bachelier. Ce que nous dénonçons à travers ce communiqué, c'est écrit, il est sur large diffusion. Mais voyez-vous, nulle part, nous n'avons été saisis par l'autorité ministérielle par rapport à ce communiqué-là. Nous, ça nous pose un véritable problème. Comment est-ce qu'on veut qu'on en fasse une large diffusion si véritablement on n'associe pas les acteurs en présence? Pour nous, ceux-là qui ont la mention passable ne sont pas forcément faibles ou sont inintelligents. Et donc, fort de cela, nous pensons que c'est une barrière qu'il faille lever pour permettre à la grande masse de pouvoir y participer. La porte des facultés reste toutefois ouverte à tous les étudiants. Autre registre à présent, le tronçon Alada Centre arrondissement de Togoudou est totalement dégradé. Les usagers de cette route souffrent le martyre. C'est du moins le constat fait par Laurent Roland-Tonné, Caisse et Fiacre Voitan. Voici l'aspect que présente le tronçon Alada Centre arrondissement de Togoudou dans la commune d'Alada. Une voie complètement dégradée qui fait souffrir les usagers. Se rendre dans l'arrondissement du Togoudou et les localités environnantes par ce tronçon est depuis des mois un calvaire.
Vraiment, la voie là, c'est pas du tout facile pour nous. Hein. On souffre trop, nous souffrons trop sur la voie. Même si les malades, une femme enceinte ou bien les malades souffrant pas sur la voie là, c'est difficilement que nous traversons. Ça, c'est très difficile pour nous. La voie est totalement dégradée. Les populations éprouvent beaucoup de difficultés pour effectuer les activités. Des fois, sur la voie qui quitte Togoudo pour Alada, ils sont victimes des cas d'accidents. D'autres finissent mal à l'hôpital. Une situation qui passe sous silence bien que cet arrondissement dispose des cadres et leaders politiques. La commune d'Alada a un maire et cet arrondissement dispose également d'un chef. Et pourtant, cet état de choses perdure. Les populations ne les voient qu'en période électorale. Cette voie donne accès à un hôtel de la commune et au palais royal d'Alada qui, selon l'histoire, est le berceau de la royauté au Bénin méridional et berceau du Vaudou. À Togo ici, nous avons des politiciens, nous avons des élites, nous avons des intellectuels. Ils ont le bagage intellectuel qu'il faut. Mais on les trouve simplement lors des élections, des campagnes électorales. Ils viennent pour corrompre la population avec des paroles mieureuses. Ils ne font rien de bon. Nous sommes natifs de Togoudo et on a beaucoup de leaders politiques à Togoudo ici. Et chaque fois quand on leur présente le problème de la route, vraiment c'est difficile. On ne nous dit rien. Mais je suis découragé par rapport à la situation de cette voie-là. Parce que pour quitter Togoudo en ville, c'est difficile. Et nous avons le palais royal d'Alada qui est là. C'est à partir de ce palais que le royaume d'Abomey est né. C'est à partir de ce palais que le royaume de Porto-Novo est né. Et tout le monde quitte n'importe où pour arriver au palais ici. Et c'est difficilement les gens viennent visiter le palais. Et c'est très mal. J'invite les politiciens, nos maires, nos intellectuels, pour qu'ils aident la population à quitter ce problème qui les secoue chaque jour. Cette voie a été identifiée pour être bitumée depuis l'Ancien Régime, mais depuis l'avènement du régime de la rupture, ce projet semble être classé. Mais à défaut des actions du gouvernement, la mairie est censée faire quelque chose. À ce niveau également, rien. Les leaders politiques et cadres de cette localité de la commune d'Alada sont appelés à faire taire les intrigues politiques et de penser à soulager les peines des populations. Parlons sport à présent. Star Club et FIFA Club d'Agla se sont opposés ce mardi 4 septembre pour la première demi-finale lors de la 8e édition de la Ligue olympique interclub à Godomè. Devant les férus du football, aucune des deux équipes n'a pu obtenir son ticket pour la finale à l'issue d'une rencontre riche en action. Il se faisait tard et le public a dû mettre fin à cette rencontre. Carnot François Rungbele-Rinto et Fojus Fiossi pour le compte rendu. Première demi-finale de la Ligue olympique interclub organisée par Loïc Gbenahou ce mardi 4 septembre 2018 à Godomè sous les pylônes. Elle opposait Star Club en bleu et FIFA Club d'Agla en orange-bleu. Devant les amoureux du sport roi ayant fait le déplacement, l'arbitre donna le coup d'envoi. Très motivée, chacune des équipes a tenté d'inquiéter son adversaire en témoignant ces quelques actions. Au bout de ces nombreuses actions, le score est resté nul et vierge à l'issue non seulement du temps réglementaire mais aussi de la prolongation. La seule option donc pour les départagés est la séance de tir au but. Seul le deuxième tireur du côté de FIFA Club et le troisième du côté de Star Club ont su toucher le fond des filets après plus de 15 coups de chance.
L'obscurité étant commencé par s'imposer, c'est le public qui mettra fin à la rencontre. Conséquence, cette dernière est reportée pour ce jeudi 6 septembre 2018 selon ce que prévoient les tests du dit tournoi. L'équipe nationale cadette de football du Bénin disqualifiée du tournoi UFOA zone B et les éliminatoires de la CAN U17 Tanzanie 2019 pour tricherie. 10 des 18 joueurs présentés par le Bénin sont inéligibles après les résultats des IRM et PCC à un test cardio. Le Bénin a donc été privé de la compétition, une situation que déplorent les férus du football qui se sont prononcés. Suivez. Je pense que notre football a de sérieux problèmes. Et la nouvelle, elle est tellement mauvaise. Et ça constitue en même temps un point focal pour que le nouveau président de la Fédération béninoise de football, M. Deschacus, puisse prendre ses responsabilités. Et plus loin encore, le ministre Oswald Khomeki, qui est un homme de parole, puisse aussi travailler pour que les têtes puissent tomber. Parce que nous ne pouvons pas comprendre pour une telle compétition, les gens puissent participer pour qu'à Lomé on nous recale et disqualifie notre pays. Je pense que c'est une honte pour le sport national. C'est quelque chose qui frappe un peu, ça fait un peu mal. Vous savez, l'enjeu du football béninois, ou de tous les pays, c'est de permettre aux plus talentueux de représenter valablement leur pays. Qu'on en vienne à ce que l'on élimine des gens à cause d'un critère d'âge, je trouve que c'est un peu rigoureux. Personnellement, je pense que la Fédération béninoise de football a manqué d'un peu de rigueur par rapport à ça. Sinon, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a quand même pris les dispositions nécessaires. Mais je pense que c'est la fédération qui a manqué d'un peu de rigueur. Je pense que c'est cela. Vous voyez, c'est ce que nous regrettons dans ce pays. C'est l'image même du Bénin, ça. Et pour accéder à n'importe quelle chose dans ce pays, il faut frauder. Il faut frauder. C'est dommage. Vraiment dommage parce que c'est l'image du pays qui est souillée à l'international. Nous envoyons donc nos garçons qui ont subi des tests ici, qui ont certainement révélé qu'ils étaient en âge. Mais voilà que l'analyse IRM à l'étranger a révélé que 10 joueurs sur je ne sais quoi, combien, 18, 10 joueurs sur 18 ne sont pas en âge, qu'ils ont fraudé. C'est dommage, c'est simplement dommage. Je le regrette. Monsieur Deschacus Mathurin, qui vient d'être élu président de la Fédération béninoise de football, a du pain sur la planche. Il doit donc faire le ménage au sein de notre football pour que de telles choses ne se reproduisent plus. En interactualité, on parle de l'élection législative au Rwanda. Selon des résultats partiels, le parti du président rwandais Paul Kagame et ceux de ses alliés devraient une nouvelle fois rafler l'ensemble des sièges de députés mis en jeu lors des élections du lundi. Reportage. Large victoire du parti de Paul Kagame, le FPR, et de ses soutiens aux élections législatives de ce lundi 3 septembre 2018, selon des résultats partiels publiés ce mardi soir par la commission électorale. Après le dépouillement de plus de 70% des bulletins de vote, la coalition menée par le Front patriotique rwandais FPR de Paul Kagame obtient 114% des suffrages, soit 40 sièges. Deux autres partis officiellement indépendants, mais soutenant la politique du gouvernement, obtiennent respectivement 8,5 et 7% des voix, soit 11 sièges. Le seul parti d'opposition autorisé à participer aux élections, le Parti démocratique vert de Frank Habineza, a obtenu 5% des suffrages, le minimum requis pour siéger à l'Assemblée nationale. L'opposition rwandaise entre ainsi au Parlement avec 2 sièges de députés sur les 80 que compte la Chambre basse du Parlement de ce pays dirigé d'une main de fer par Paul Kagame et son parti, le Front patriotique rwandais. Le parti politique PL a obtenu 7% des voix. Le FPR a obtenu 74%. Le Green Party a obtenu 5%. Les résultats définitifs doivent être publiés le 16 septembre. Près de 7 millions de Rwandais ont voté pour cette élection, lors de laquelle 53 des 80 sièges de députés étaient mis en jeu. Les 27 sièges restants sont réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques élus par des conseils, comités et organisations spécifiques. C'est ici que se referme ce journal que nous avons eu du plaisir à vous présenter. L'information continue sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et YouTube. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.